Savoir, justement, de rappeler les sunnites, les chiites, voilà, de nous expliquer ces différences, parce qu'ils s'entretuent. Voilà. Le prophète, voilà, juste un petit rappel, le prophète, au moment de son décès, il avait un gendre qui s'appelle Ali, donc qui est l'époux de sa fille unique et de sa fille aînée. Ali considérait que lui, il est le calife légitime, donc l'héritier légitime pour succéder à Ali. Sauf que la femme du prophète, Khadija, qui n'était pas en bon terme avec Ali, a mis un veto. Et donc on a élu un autre calife, un autre successeur après le prophète. Au décès de ce premier successeur, on a considéré que c'est le moment venu pour que Ali vienne. Là aussi, Ali était écarté. Il a été écarté à 4 reprises jusqu'à arriver finalement au 5e califat. Et là, Ali a été élu donc, par les proches du prophète comme étant le successeur du prophète. Mais Ali était tellement considéré par ce qu'on appelle les suiveurs, the followers, ceux qui sont derrière Ali, comme étant lui la lumière et lui qui inspirait le prophète. Et ceci ne plaisait pas à la masse. Donc il y avait une minorité derrière Ali qui le considérait comme étant une lumière qui vient inspirer, qui a inspiré le prophète. Jusqu'au moment où Ali il y a eu une guerre entre Ali et Muawiyah, qui est un autre calife. Ils se sont disputés la légitimité du califat, c'est-à-dire la légitimité de la succession. Donc, Muawiyah, c'est-à-dire un successeur guerrier, disputait à Ali la succession légitime. Jusqu'au moment où Muawiyah, qui avait derrière lui la masse, sous l'impulsion de la femme du prophète, a commandé le massacre de Ali et de ses enfants en Irak. Et depuis ce moment, il y a ce qu'on appelle les suiveurs de Ali qui sont les chiites. C'est pourquoi donc l'Irak constitue pour eux un lieu fort, un lieu de pèlerinage, parce que c'est là où les petits-enfants du prophète, c'est-à-dire les enfants de Ali, ont été massacrés par le calife Muawiyah qui était à Damas. Et depuis ce temps, on a les sunnites, c'est-à-dire les suiveurs directs du prophète. En contrepartie, on a les suiveurs directs de Ali. Donc on a 2 figures emblématiques en islam, le prophète Mohammed et son gendre Ali. Les chiites c'est Ali, les sunnites c'est les suiveurs directs du prophète. Et au Moyen-Orient, on voit ces tensions, ces violences. L'Arabie Saoudite, avec la Mecque, qui représente d'une façon tellement sacralisée le sunnisme musulman. Dans le temps, c'était l'Irak, mais avec l'avènement de Saddam Hussein, c'est la République islamique d'Iran et l'avènement de Khomeini qui représentent le chiisme radical. Donc on est face à 2 radicalités. L'Iran d'un côté qui représente les suiveurs de Ali, la Mecque avec l'Arabie Saoudite qui représente la radicalité sunnite. Et bien sûr les autres sunnites. Aux géopoliticiens que vous êtes, vous expliquez un petit peu la situation des chrétiens qui sont pris entre plusieurs feux, entre autres qui subissent toutes les avanies, je dirais, liées au pétrole. Alors moi j'ai une question qui est prospective. Actuellement les États-Unis ont un grand projet, c'est d'utiliser donc les gaz à effet de schiste, de rapatrier donc un certain nombre d'industries. Et je me pose la question, dans 30 ou 40 ans, enfin quand ils vont réussir à utiliser leur pétrole, le pétrole de leur sous-sol, ils n'auront donc plus besoin du pétrole qui se trouve au Proche-Orient. Et dans ce cadre-là, qu'en sera-t-il des chrétiens? Est-ce que ça va faire évoluer, je dirais, la situation géopolitique du Proche-Orient? Déjà, les États-Unis n'ont pas besoin, à l'heure d'aujourd'hui, n'ont plus besoin des monarchies du Golfe. Déjà, ils sont autosuffisants à travers leurs ressources pétrolières. Maintenant, ils vont la renforcer. Certainement, cette géopolitique change au gré des mois et des années. Rien n'est figé, rien n'est stable, surtout dans cette région. Je suis partisan du modèle libanais, car c'est un modèle qui garantit une présence chrétienne, malgré le fait qu'on est passé de 55% à 30%. Le souci que j'ai pour les chrétiens d'Irak, pour les chrétiens d'Égypte,
pour les chrétiens syriens, les chrétiens palestiniens, c'est que ces gens-là, ils se sentent citoyens de leur pays. Mais les régimes en place, qui sont après tout des régimes musulmans, des régimes où, si on veut être modéré, on s'inspire de la charia, ne donnent pas tous les droits civiques à ces chrétiens. Et donc, les enjeux pétroliers jouent, à mon avis, un rôle peu important par rapport à la survie ou à la menace de ces chrétiens. Ce qui se jouera surtout pour ces chrétiens, c'est qu'on arrive à mettre en place des régimes qui garantissent leurs droits et qu'ils aient comme un droit de veto par rapport à des lois qui peuvent aller à l'encontre de la liberté de conscience, de la liberté d'opinion, de la liberté de rassemblement, de liberté de presse, etc., etc. Donc les enjeux pétroliers jouent moins par rapport à cette garantie. Parce qu'on peut avoir, par exemple, la Tunisie. La Tunisie n'est pas une puissance pétrolière. Et pourtant, dans cette nouvelle constitution, au niveau de cette, je dirais, démocratie libérale, on a encore beaucoup à espérer, car ça reste un État islamique. Et du coup, par exemple, tout mariage contracté par une Tunisienne avec un non-tunisien doit être contracté selon la loi musulmane. Sinon, il ne peut pas être reconnu par l'État tunisien. Donc, il y a encore des efforts à faire. Ces efforts ne peuvent pas être faits d'un jour au lendemain. C'est un effort démocratique et surtout culturel. Et c'est là où vraiment les forces, je dirais, libérales, musulmanes, vont avoir le temps pour mûrir leurs idées, se présenter aux prochaines élections et aux prochaines, pour pouvoir transmettre ces messages. Je me suis particulièrement intéressé à votre graphique sur l'évolution des chrétiens d'Orient, le pourcentage des chrétiens d'Orient. Alors déjà, je voudrais clarifier les choses sur la Turquie, sur lequel le taux serait passé de 20% à 0,1%. C'était en fait avant l'époque de l'Empire ottoman, avant Atatürk, où il y avait on va dire des millions d'Arméniens, de Grecs, de Tziganes, d'Assyriens qui vivaient à cette époque en Turquie, et où après ils ont été, on va dire, éjectés après des guerres, où notamment des Arméniens ont été massacrés, et c'est pour ça que le taux a radicalement baissé, déjà. Alors c'est une clarification sur ce point-là. Ensuite, j'ai cru comprendre que les chrétiens en Égypte étaient 10 millions, ce qui représentait, je ne sais plus, 10%. Je ne pense pas, parce que la population de l'Égypte est 84 millions, donc le pourcentage est environ 12-13%, selon mes... Je pense. C'est-à-dire qu'il y a deux versions. Il y a la version du pouvoir en place qui dit qu'ils sont 5 millions, oui. Et une version du pouvoir, enfin des coptes eux-mêmes de l'Église, qui est plutôt 15 millions. Donc on essaie un peu de couper la part en deux. On n'a pas des statistiques objectives. Et je voudrais enfin arriver à ma question. J'ai vu dans un reportage que le nombre de chrétiens en Irak avait diminué de moitié. Alors ma question est, est-ce que les chrétiens d'Irak, de Jordanie, de Palestine, d'Égypte et de Syrie sont carrément voués à disparaître comme le peuple, comme les Juifs au Yémen, en Irak ou au Maroc? Je l'espère pas. Je l'espère pas. Mais au regard de la conjoncture actuelle, c'est vrai, il y a une menace, une vraie menace. Parce que voyez-vous, qu'est-ce qui donne des garanties à ces chrétiens pour rester? Au Liban, la garantie, c'est la conjoncture politique et la constitution. En Syrie, c'était un régime alaouite minoritaire qui leur garantissait, à mon avis d'une façon erronée, leur place dans la société. Mais en Palestine, en Jordanie, etc., écoutez, on est des citoyens seconde zone. Hein. Donc il y a des limites d'accès à la fonction publique, il y a des limites au niveau de l'avancement, au niveau de la promotion, etc. Donc dans ces pays, il y a une vraie menace. Mais est-ce que je dirais que ceci va faire disparaître les chrétiens de l'Orient? J'espère que non. Merci. Est-ce que vous pourriez me donner des détails sur la guerre de l'eau et les enjeux de l'eau dans cette région du monde, en particulier la Syrie, qui actuellement a ses sources récupérées par Israël, là dans le Golan, et la Turquie, qui a fait un grand barrage qui lui permet de contrôler les débits vers l'Irak et vers la Syrie, entre autres? Là, il faut toute une conférence dédiée à l'eau.
En quelques mots, le Liban constitue un réservoir d'eau extrêmement importante au Moyen-Orient. La Syrie de Assad avec Erdogan, il y a 5-6 ans, on a inauguré donc une réserve d'eau importante, alors qu'à l'époque de Hafez Assad le père, on était en conflit continu avec la Turquie. Donc on a réglé cette question. La question de l'eau est extrêmement importante aujourd'hui, non pas au niveau de la Syrie et du Liban, mais au niveau d'Israël et de la Palestine. Parce que dans les parties colonisées, l'un des enjeux de la colonisation d'Israël, c'est de pouvoir mettre la main sur des réservoirs d'eau extrêmement importants pour qu'on puisse effectivement enrichir l'État d'Israël de ces eaux qui, malheureusement, dans l'état actuel de l'État d'Israël, ne se trouvent pas d'une façon aussi forte. Donc, dans les négociations et dans le processus de paix israélo-arabe, certainement, la problématique de l'eau est une problématique qui peut menacer l'aboutissement de ce processus. Car tous les États ont besoin des eaux. Et très peu d'États sont signataires des conventions internationales qui réglementent le passage de l'eau à travers les canaux, à travers les rivières et les fleuves. Et donc, vu l'absence juridique d'obligation par rapport à ces États, et vu le manque d'engagement pour qu'il y ait un compromis, c'est une question importante au niveau du règlement du conflit israélo-arabe. Merci. Je voudrais revenir sur le cas de la Tunisie. C'était le pays, grâce à Bourguiba, où la femme avait un statut, disons, relativement juste, et peut-être très en avance sur les hommes. Et on peut penser que les femmes vont jouer un rôle dans l'évolution de la Tunisie. Est-ce que vous voyez quand même un espoir de ce côté? Oui, oui. Je crois que la Tunisie est le pays arabe le plus phare au niveau de la garantie de l'égalité entre hommes et femmes. Il y avait une tendance, il y a 2 ans, auprès du Parti des Frères musulmans, le Parti An-Nour, de relativiser le rapport entre hommes et femmes et d'inscrire dans la Constitution que la place que la femme occupe par rapport à l'homme est une place de complémentarité. Donc l'homme, la femme est le complément de l'homme. Mais grâce à la culture, et donc c'est pourquoi je mise beaucoup sur l'aspect culturel, mais grâce à la culture des Tunisiens et des Tunisiennes, on s'est opposé avec force à ce retour en arrière et on a imposé aujourd'hui, et c'est la première fois dans une constitution arabe, et c'est la première fois où on a une vraie consécration de l'égalité entre hommes et femmes. Et je m'en réjouis parce que avoir sous un régime des frères musulmans une telle consécration, ça veut dire qu'une fois on est au pouvoir, les frères musulmans ne peuvent pas appliquer d'une façon pure et simple la charia. On est pris par le jeu du pouvoir qui est le jeu du compromis. Et si j'ai un petit regret par rapport à l'élection par la force du président Morsi, le président déchu égyptien, c'est qu'on n'a pas laissé assez peut-être de temps pour que les gens s'aperçoivent de la limite de l'action des frères musulmans au pouvoir. Lui, il voulait être au-dessus de la Constitution, il voulait relativiser pas mal de droits acquis, et là j'étais sûr le peuple égyptien allait vraiment s'opposer. Sauf qu'on n'a pas laissé le choix pour une telle action orchestrée d'une façon libérale et démocratique comme en Tunisie, mais l'armée est intervenue sous l'égide de l'Arabie Saoudite, parce que là aussi au niveau géopolitique, il y a donc une dispute entre le Qatar et la Turquie qui appuyait les frères musulmans, et l'Arabie Saoudite qui voulait finir avec ce régime et instaurer sa zone d'influence. Pour la Tunisie, il faut aussi dire, pour l'Égypte, je ne connais rien, mais je connais quelques-unes des femmes de Ennahda qui sont féministes, et je vais vous dire, françaises. La vice-présidente de la Constituante, par exemple, est universitaire française, et elles n'ont pas voulu lâcher le morceau. Et j'espère qu'en Égypte, de même, il y aura des femmes de leur propre rang qui vont suivre certaines choses, parce qu'il est clair que
on a souvent des images très globales sur certains groupes. On dit frères musulmans, mais peu de gens ont aperçu encore les photos où la vice-présidente de la constituante tape sur l'épaule de son président il y a quelques jours, et j'ai ri parce que je me suis dit, c'est pas tout à fait comme on l'imagine. Et elle le pousse quelque part, je ne me rappelle pas, mais c'est très intéressant parce que notre image est que c'est très bloc, très monolithique. Mais finalement, à l'intérieur de ces tendances, il y a aussi des gens plus conservateurs et plus orthodoxes et d'autres. J'ai une prise de parole là. Les chrétiens dans ces pays, en Égypte, les médias ont relaté depuis plusieurs années donc des destructions d'églises chrétiennes, des chrétiens emprisonnés, des chrétiens tués. Donc qu'en est-il à l'heure actuelle en Égypte et puis aussi dans les autres pays que vous mentionnez, puisque vous parliez simplement de n'ont pas droit au même droit, n'ont pas accès à la fonction publique, mais il y a carrément aussi une persécution. Si je parle de l'Égypte de Hosni Moubarak, donc un régime entre guillemets laïque qui vient de l'armée, la condition des chrétiens n'était pas une condition favorable. Car on ne détruisait pas des églises, mais il y avait un dispositif législatif qui interdisait la réparation ou la réhabilitation d'une église s'il n'y a pas à côté la construction d'une mosquée. Donc il y avait une certaine disposition, presque je dirais impossible à réaliser, même pour changer des vitraux, pour réparer, je ne sais pas, pour faire la peinture. Il fallait qu'il y ait, pour maintenir un certain équilibre, il faut qu'il y ait à côté l'autorisation de construire une mosquée. Et donc voyez-vous comment les choses étaient tellement compliquées. Mais j'ai une information non moins intéressante, c'est que, connaissant de près quelques évêques et quelques amis en Égypte, depuis le soutien américain à Hosni Moubarak, si les églises voulaient ou bien avaient des revendications, des requêtes auprès du régime, les Américains avaient demandé à Moubarak d'écouter ces requêtes et ces demandes qui venaient du synode des protestants, qui transmettaient à Suzanne Moubarak, donc l'épouse de l'ancien président, les requêtes des églises chrétiennes, y compris coptes, pour les constructions, pour abroger telle ou telle loi. Donc, il y avait toujours une certaine médiation qui est passée pour qu'il y ait effectivement des actions légitimes qui vont dans le sens des intérêts chrétiens. Mais c'est vrai, donc, par exemple, l'attentat qui a eu lieu avant l'éviction Moubarak dans l'église veille de Noël, la veille de Noël, c'était quand même le ministre de l'Intérieur de Moubarak qui a été reconnu coupable d'avoir orchestré cet attentat en collaboration avec les extrémistes. Donc d'un côté, on voulait protéger les chrétiens ou leur donner l'impression qu'on les protégeait, sinon les frères musulmans qui allaient prendre le pouvoir allaient les persécuter. De l'autre, on avait une certaine action compromettante avec les forces extrémistes qui leur laissaient un peu les pieds pour brûler, pour persécuter tel ou tel chrétien. Par exemple, la grippe porcine est arrivée en Égypte. Qu'est-ce qu'on a commandé? Elle n'a rien à voir avec le porc, la grippe porcine. C'est pas le porc, mais c'est une composition chimique qui a fait que c'est une grippe porcine. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour lutter contre la grippe porcine? Ah ben voilà, on a tué tous les porcs. On a cru que ça vient du porc. Tout en sachant que le régime savait que ce n'est pas un problème de porc, mais c'est une composition chimique qui a donné son nom à la grippe porcine. Donc c'était pour donner, voilà, c'était pour donner plus, je dirais, de satisfaction aux musulmans en tuant les porcs et en satisfaisant un peu leur revendication. Bonjour monsieur, j'aurais une question au sujet du gouvernement français et de la Syrie, puisque depuis 3 ans, on voit que tous les gouvernants français ont une position qui semble à peu près sans nuance à ce sujet, de soutien total à l'opposition. Je pense notamment aux positions du Laurent Fabius, qui a eu des propos extrêmement durs encore récemment.
Et donc, je voulais savoir, est-ce que l'on peut, enfin en tout cas, on a l'impression que nos gouvernants semblent ne plus avoir, d'indépendance de leur politique étrangère au Proche-Orient et suivre uniquement les désirs de la politique américaine, voire du Qatar. Alors je voudrais savoir, est-ce que ce constat peut-être un peu extrémiste a des fondements réels? Est-ce qu'on peut dire que la France est aujourd'hui une sorte d'agent du Qatar au Proche-Orient? Et autre question, comment est-ce que la population syrienne ou libanaise réagit à ces positions de la France, alors que la France a quand même de très nombreux liens historiques avec ces pays? Merci. Question extrêmement importante. Premièrement, concernant l'opposition syrienne. L'un des points extrêmement faibles de cette opposition syrienne, c'est qu'elle est hétéroclite et elle est, je dirais, elle manque de fiabilité pour que les pays occidentaux puissent aller vraiment de l'avant et lui confier le pouvoir. Tellement hétéroclite, tellement divisée sur elle-même, tellement, je dirais, avide de pouvoir en tant que tel, n'a pas de projet, n'a pas de vision. Donc c'est tellement, je dirais, une lutte intestine entre le parti des frères musulmans, entre les djihadistes, entre les laïcs, entre les chrétiens, le Qatar et la Turquie qui soutiennent le Conseil national, l'Arabie saoudite qui soutient la coalition. Donc cette hétérocléité au niveau de cette opposition fait qu'aujourd'hui, la France et les pays occidentaux soutiennent par la parole et publiquement cette opposition, mais ils sont incapables d'agir d'une façon conséquente pour l'imposer ou bien pour évincer Assad et la mettre en place. Premièrement. Deuxièmement, depuis 2 ans, le regard de l'Occident et surtout des États-Unis a changé en Syrie. Car, que voulez-vous d'un pays comme les États-Unis qui s'est engagé en Afghanistan, en Irak pendant plus de 12 ans, qui a dépensé plus de 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, il a face à lui un régime qui fait la guerre à Al-Qaïda, qui fait la guerre au djihad islamique. Les mêmes ennemis que les États-Unis combattaient en Afghanistan, au Pakistan et en Irak. Alors, est-ce que vous voulez que les États-Unis interviennent pour cesser le combat entre un régime qui lui fait à elle, enfin aux États-Unis, cette guerre qui affaiblit Al-Qaïda, qui affaiblit les factions de Al-Qaïda en Syrie et donc en Irak, alors qu'ils n'ont aucun investissement financier à faire, alors que ce sont les armements iraniens et syriens qui sont entre les mains du régime syrien. Alors face à cela, au lieu que les États-Unis interviennent, on laisse les protagonistes s'affaiblir. Au lieu d'avoir un régime syrien très fort, voisin d'Israël, alors il est temps qu'il s'affaiblisse parce que l'armée syrienne est jusqu'à présent, après donc l'effondrement de l'armée irakienne, elle était jusqu'à il y a 3 ans l'armée la plus, je dirais, compétente, la plus dotée d'armement au Moyen-Orient. Là maintenant, elle est affaiblie. Donc, c'est bien d'avoir des États faibles au Moyen-Orient, ce qui arrange la géopolitique des États-Unis et la géopolitique israélienne au Moyen-Orient. Et pourquoi voulez-vous que le régime syrien cesse de combattre les djihadistes sur impulsion des États-Unis, alors que ces mouvements djihadistes sont les ennemis jurés des Américains, des Britanniques et des Français. D'ailleurs, ce sont les mêmes que la France est allée combattre au Mali. Donc, voyez-vous, donc face à cela, l'Occident est très prudent. D'un côté, Assad fait un peu la guerre de l'Occident, sans que l'Occident dépense un sou. On sait maintenant que l'Union européenne est en crise. Je vois mal la France maintenant s'engager dans une guerre au Moyen-Orient, déjà extrêmement complexe. En plus, elle n'a pas le sou. Voilà, disons-le. En second lieu, l'ennemi en face, ce n'est pas les chrétiens. Ce n'est pas les forces modérées. Ce n'est pas l'armée syrienne libre qui était là il y a 3 ans. C'est les vrais djihadistes. Alors qu'on les laisse entretenus. C'est une vision très cynique, je suis d'accord avec vous. C'est une vision très hypocrite, mais c'est la réalité. Et en relation internationale, ce qui compte, c'est la finalité, malheureusement. D'abord, un témoignage. J'ai travaillé en Irak, quand il y avait Saddam. J'ai pu aller à la messe toujours, tous les dimanches. On ne m'a jamais interdit d'aller à la messe à Bagdad. Donc ça, c'est une première constatation. Ensuite, il faudrait parler aussi du mensonge qui règne en permanence sur le Moyen-Orient.
On avait parlé à l'époque de l'attaque de l'Irak contre le Koweït, où on avait massacré des gens. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que le Koweït forait pour avoir du pétrole au travers de la frontière irako-koweïtienne. Or, ils ont fini par en avoir marre, j'ai assisté à des discussions, en disant « Attends, arrêtez de forer, d'aller nous voler du pétrole, sinon on va vous tomber sur la figure. » Bon, ils finiront tomber sur la figure. Donc tout ça pour dire que là, il y a aussi un mensonge qui est assez grave. Et je voudrais parler des Américains. Vous pouvez poser votre question. Oui, oui, mais très bonne question. Au sujet des Américains, ils ont pillé l'Irak. Quand j'ai voulu visiter les musées sumériens, il n'y avait plus rien. Tout était parti aux États-Unis. Ça, il faut le savoir. Et je crois que le fait d'avoir fait péter le verrou dont vous parliez tout à l'heure, à savoir le croissant, où on a enlevé le morceau irakien, maintenant c'est le morceau syrien, mais je crois qu'il faut interdire aux États-Unis d'intervenir. Parce que je crois que le drame est là. Donc ma question est celle-là. Que pensez-vous qu'on a à foutre aujourd'hui les Américains au Moyen-Orient, si ce n'est que de se mettre dans la... Mais écoutez, depuis que Barack Obama est là, au pouvoir, sa lignée politique, c'est une conférence que j'ai donnée pendant l'été à Melbourne, donc au début du collège. Depuis que Barack Obama est là, sa lignée de conduite, c'est en premier lieu l'intérêt des États-Unis à l'intérieur des États-Unis. Donc, moins d'interventionnisme et moins, je dirais, d'engagement ailleurs, surtout au Moyen-Orient. C'est vrai, votre point de vue, votre témoignage, tout à fait vrai. Donc, je ne dirais pas non. Mais sachez que si les États-Unis n'interviennent toujours pas dans ce conflit au Moyen-Orient, déjà, ils sont critiqués aux États-Unis, ils sont critiqués au Moyen-Orient. Maintenant, l'Arabie Saoudite un peu est fâchée des États-Unis parce qu'ils n'interviennent pas. Maintenant, l'Arabie Saoudite veulent plus traiter avec la France, mais bon, ça c'est pour quelques mois. Après, on sait bien que les intérêts géostratégiques vont revenir. Donc, pour transmettre un message de mécontentement aux États-Unis pour leur absence d'interventionnisme, ils ont préféré traiter avec la France et acheter donc 3 milliards d'euros d'armement pour l'armée libanaise il y a 3 semaines quand le président Hollande était en Arabie Saoudite. Donc, l'interventionnisme américain au Moyen-Orient ne fait jamais l'unanimité. Donc, soit on est critiqué parce qu'ils interviennent trop, soit ils sont critiqués parce qu'ils n'interviennent pas. Et ces critiques sont autant à l'intérieur des États-Unis qu'à l'extérieur. Mais moi, je peux vous assurer d'une chose, c'est que Barack Obama, il a encore 2 ans pour son mandat, ne fera aucunement une intervention militaire ou une intervention musclée au Moyen-Orient. Ça, c'est garanti. Ce n'est ni sa lignée économique, ni doctrinaire, parce qu'on sait que le pasteur qui influence la pensée d'Obama, c'est Norwood, qui est un pasteur, donc qui est un philosophe américain, qui fait qu'il ne faut pas intervenir par la force, il faut laisser l'ennemi, ou bien il faut laisser autrui s'affaiblir petit à petit, et après venir avec nos valeurs et les mettre en place. Donc le contraire de ce que Bush a fait dans le temps. Ma question est simple et nette. Quel rôle jouera Israël et notamment le gouvernement du Likoud pour les chrétiens d'Orient dans les années à venir? À mon avis, la priorité de tout gouvernement national est de répondre aux intérêts nationaux. Donc, soit le gouvernement Likoud, ou bien Hadima, ou bien Parti Socialiste, leur souci, qui est tout à fait légitime, est de ne pas s'occuper de ce qui va au-delà des frontières. Par contre, je pourrais vous dire qu'est-ce qu'il en sera par rapport aux chrétiens d'Israël. Alors ça, c'est différent. Qu'est-ce qu'il en sera par rapport aux chrétiens d'Israël? C'est-à-dire les chrétiens arabes d'Israël, comme d'ailleurs les citoyens chrétiens israéliens, comme les citoyens musulmans israéliens, également, ils ont des limites par rapport à la promotion dans la vie sociale, par rapport à la promotion dans la vie politique, par rapport aux accès dans le pouvoir politique. Et ceci a été dénoncé à plusieurs reprises par des organisations non gouvernementales. Donc, il n'y a pas de politique israélienne par rapport aux chrétiens du Moyen-Orient,
parce que, à mon avis, c'est très légitime de ne pas avoir des soucis au-delà des frontières. Mais ce que j'espère, c'est que le pouvoir en place, ou à venir, prendra en considération plus l'appartenance nationale, plus la citoyenneté, que plutôt l'appartenance confessionnelle ou religieuse. Deux choses. Vous avez dit tout au début, en parlant de l'Orient, il y avait une unité de fait entre les chrétiens. Pour moi, c'est ce que j'ai noté. Vous avez dit aussi que les chrétiens étaient très attachés à leur pays. Est-ce qu'on voit poindre, ou est-ce qu'on peut espérer poindre, une sorte d'organisation générale de ces chrétiens pour affermir leur position dans les différents pays? Je ne parle pas du Liban en particulier, mais des autres pays. Merci. J'espère qu'il y aura vraiment, c'est-à-dire que cette union de fait soit plutôt institutionnalisée et soit plus structurée. Jusqu'à présent, elle est plutôt plus, je dirais, la conséquence d'une situation de fait parce que l'autre vient persécuter, parce que l'autre a un dispositif législatif qui ne va pas dans l'intérêt des chrétiens. Mais j'espère que ce sera davantage structuré, et s'il n'y aura pas un appui de force qui vient de l'extérieur pour acculer les pouvoirs en place à prendre en considération ces aspirations structurées, bien entendu, on risque quand même de ne pas avoir des résultats concrets. Il y avait tout à l'heure, vous aviez dit, et la question des négociations, et peut-être surtout la question, nous aujourd'hui comme Français, en Europe, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On a bien vu que les États-Unis faisaient de temps en temps des choses et 2 ans plus tard, regardaient un peu éblouis que ce qu'ils avaient fait avait apporté plutôt ce qu'ils n'avaient pas souhaité. Alors, sur quoi aujourd'hui l'intérêt serait de porter secours et soutien, et qu'est-ce qu'il faudrait mieux pas faire? Déjà, il y a des ONG françaises qui sont présentes en Syrie, qui sont présentes en Égypte. Et c'est vrai, ces ONG, il ne faut pas de distinction. Et c'est vrai, quand on est dans la misère, on n'est pas chrétien, on n'est pas musulman, on est humain. Et donc, ces ONG françaises qui agissent en Libye, en Tunisie, en Égypte, ne font pas de distinction, même si ces ONG sont chrétiennes. Mais la chose la plus importante qu'on peut vraiment faire, c'est que dans ces pays, en Orient, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle laïcité. Il y a quand même un contexte, un environnement fondamentalement religieux. Donc, je connais la culture française et je connais la culture orientale. Et c'est vrai, en Orient, on est citoyen plus quelque chose. On est citoyen catholique, on est citoyen chiite, on est citoyen sunnite. On ne peut pas dissocier les deux. C'est vrai, les chrétiens d'Orient sont plus francophones, sont plus portés vers l'Europe, parce qu'ils voient en l'Europe non pas la puissance laïque, mais la puissance historiquement chrétienne, donc historiquement humaniste. Si effectivement en Europe on essaye d'avoir ce même regard par rapport à ces chrétiens qui ont besoin de soutien, mais qui ont besoin d'être premièrement structurés, organisés, moi ce que j'espère c'est que ce regard de chrétiens d'Orient vers l'Occident sera croisé par le même regard de soutien des chrétiens européens vers les chrétiens orientaux.